Et nous avons là, finalement, une logique qui est celle de la radicalité, c'est-à-dire qu'il consiste à ternir énormément Israël et le rendre responsable de tous les maux de la planète, à faire en sorte que cet État soit mis au banc de toutes les nations. Et c'est ce que Mahmoud Abbas fait en utilisant un certain nombre de termes, comme le terme d'apartheid ou en parlant de génocide. À noter que le terme de génocide, lorsqu'il étudie... Nous avons le plaisir de retrouver Marc Nobel, historien, et Marc Nobel qui est un spécialiste, on va dire, de la lutte contre l'antisémitisme et qui vient de publier en 2021 Cyberhaine, propagande et antisémitisme sur Internet aux éditions Hermann. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin parce que nous voulions vous solliciter d'abord parce que, eh bien, on a tous entendu les propos stupéfiants de Mahmoud Abbas. On a tous été stupéfaits par les propos de Mahmoud Abbas sur les propos antisémites qu'il a tenus à Berlin devant le chancelier allemand Olaf Scholz en parlant de 50 holocaustes, de 50 massacres depuis 1947 et d'une certaine manière assimilant la Shoah à ce que vivent les Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël. Alors, d'abord, je voudrais essayer que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui peut pousser un leader tel que Mahmoud Abbas à faire cette déclaration de manière spécifique sur le sol allemand avec le chancelier allemand. C'est quoi ? C'est de la naïveté, Mahmoud Abbas est totalement déphasé, il ne comprend pas qu'il y a un lien et que cela peut poser problème ? Alors, pour répondre à votre question, on peut émettre deux hypothèses. La première, il aurait tenu ses propos presque innocemment et dans l'envolée lyrique qui a été la sienne, il aurait sorti quelque chose sans forcément le préméditer et le penser préalablement. La deuxième hypothèse, il aurait tenu ses propos et il aurait voulu faire une comparaison totalement odieuse entre des événements, un événement dans l'histoire contemporaine qui est très lourd de conséquences, qui a une portée mondiale, qui est celui de la Shoah, et le sort subi par les Palestiniens, ou ce qu'ils pensent être du sort subi par les Palestiniens. Je pense, en ce qui me concerne, qu'il a prémédité ce qu'il voulait dire, et qu'il a profité d'être en Allemagne pour se permettre de relativiser l'histoire et de tenir des propos absolument scandaleux sur le sol allemand, en faisant fi de cette réalité que le nazisme et les collaborateurs des nazis, donc les nazis et leurs collaborateurs, ont assassiné près de 6 millions de juifs et que cela est parti du sol allemand à partir de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler. Et nous avons là, finalement, une logique, en quelque sorte, qui est celle de la radicalité, c'est-à-dire qui consiste à ternir énormément Israël et le rendre responsable de tous les maux de la planète, à faire en sorte que cet État soit mis au banc de toutes les nations. Et c'est ce que Mahmoud Abbas fait en utilisant un certain nombre de termes, comme le terme d'apartheid ou en parlant de génocide. À noter que le terme de génocide, lorsqu'il est utilisé par un certain nombre d'obédiences pro-palestiniennes, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque dans les années 80, on lisait déjà que les Israéliens voulaient commettre le génocide du peuple palestinien. Alors, c'est pas nouveau chez Mahmoud Abbas, puisqu'on sait qu'il a publié en 1984 une thèse de doctorat à l'université de Moscou, dans lequel justement il minimise la portée de la Shoah. Il parle d'un million tout au plus de victimes et il remet en cause. C'est un négationniste de la Shoah, Mahmoud Abbas. C'est pas nouveau de sa part. En tout cas, lorsqu'il a fait une thèse, il l'a été. Ses propos étaient absolument sidérants, en fait. Cette thèse était absolument sidérante, elle n'avait rien d'une thèse, c'était plus un monceau de propagande qu'autre chose. Et de temps en temps, comme cela, ça lui reprend, mais ça fait partie, je dirais, d'une dialectique qui consiste à diaboliser totalement l'État d'Israël, le rendre inacceptable aux yeux de toutes les nations et à renverser l'histoire. En fait, dans leur logique, les Israéliens se comporteraient comme des nazis.
Et si donc les Israéliens se comportaient comme des nazis, Israël n'aurait aucune raison d'exister en tant que tel. Alors, je voudrais aussi avoir votre avis sur la réaction de Olaf Scholz, qui est un nouveau chancelier, on va dire, qui a mis du temps avant de réagir, hein, parce que il n'a pas réagi immédiatement. Il a fallu qu'il s'y reprenne, on va dire, à 2 fois pour condamner les propos de Mahmoud Abbas. Et certains ont affirmé qu'en fait, de facto, c'était un peu le reflet de ce qui se passait en Allemagne aujourd'hui, dans l'échiquier politique allemand, sur le fait que, eh bien, bon, c'est-à-dire la Shoah, c'était il y a 80 ans. Mais le peuple allemand ne peut pas être en permanence à perpétuité, on va dire, d'une certaine manière lié à l'État d'Israël et conditionné par la Shoah dans sa relation avec l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement des changements de perception au plus haut niveau du pouvoir en Allemagne par rapport à la Shoah ? Non, moi, franchement, je ne le pense pas. Je pense que le chancelier, selon moi, a été surpris par cette déclaration et que sur le moment, il a craint un incident diplomatique et il n'a pas voulu ou il n'a pas su répondre promptement aux propos qui ont été tenus par Mahmoud Abbas lors de cette conférence de presse. Et il a fallu qu'il le fasse par la suite et aussi parce que ce silence a étonné une partie de la classe politique allemande, les conservateurs notamment, et la presse allemande. Mais je ne pense pas qu'en Allemagne, le pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit des sociodémocrates ou des conservateurs, qu'il y ait une alliance plus composite ou pas, remette en question une histoire qui est aussi terrible que celle-ci et qui a mis autant à mal l'Allemagne en tant que telle. Vous avez été rassuré par les réactions, on va dire une condamnation assez massive de la part des dirigeants européens des propos de Mahmoud Abbas ? Ça va dans le sens de l'état d'esprit, on va dire, des leaders européens aujourd'hui ? Disons que je n'ai pas été rassuré. J'ai considéré qu'il était tout à fait normal que les dirigeants européens s'offusquent que de telles déclarations puissent être tenues et qu'un tel parallèle puisse être fait par le dirigeant de l'autorité palestinienne. C'est tellement hors de propos en réalité et c'est tellement scandaleux qu'il me semblait que le silence eût été encore plus pesant et inacceptable. Donc que les dirigeants européens réagissent me semble être la normalité. Vous savez, on ne peut pas tout dire. Et les Palestiniens, d'ailleurs, devraient s'interroger, parce que s'ils veulent faire avancer leur cause, et s'ils veulent qu'un État palestinien un jour puisse se créer, ce qui me semble être plus ou moins l'évidence, un jour cela se fera, il faut qu'ils gardent la tête froide et qu'ils aient raison gardée. Il ne sert à rien pour faire avancer leur cause qu'ils se servent d'arguments qui sont nuls et non avenus et qui ternissent la cause qu'ils prétendent défendre. Alors, si effectivement on peut dire qu'il y a une réaction très massive à ces propos de Mahmoud Abbas, on peut dire qu'en France, il y a un phénomène que vous décrivez très bien dans un article que vous avez publié il y a quelques jours de cela, on va dire, dans la règle du jeu, sur l'abandon, on va dire, de la lutte contre l'antisémitisme de la part de la gauche israélienne. Pardon, de la gauche française. Est-ce que effectivement, on va dire la gauche française aujourd'hui s'est démobilisée ? Pourquoi elle se démobilise face à la lutte contre l'antisémitisme ? Alors, c'est une étude qui est longue, qui fait 22 000 caractères, espace compris. Donc, pour traiter d'un thème comme celui-ci, il m'a fallu du champ pour analyser, d'abord observer des faits, un certain nombre de réactions. Et je suis parti du dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de résolution qui tend à assimiler Israël à un État d'apartheid. Donc ces faits, ce dont nous avions parlé à votre antenne au mois de juillet, m'ont paru suffisamment graves pour que je regarde ce qui s'est passé depuis. Et depuis, il y a eu un certain nombre de déclarations de députés de l'ANUPS lorsque le conflit s'est régénéré entre Israël d'un côté et le mouvement terroriste du djihad islamique. Donc, à partir de là, j'ai voulu observer, analyser comment la gauche réagit et si elle prend du recul, si, ma foi, elle est
assez distante ou indifférente à l'égard de l'antisémitisme. Et je développe 3 arguments. Le premier étant que pour une partie, je dirais, des dirigeants ou voire des électeurs ou sympathisants de la gauche actuelle, l'antisémitisme, c'est l'extrême droite et proviendrait exclusivement de l'extrême droite. C'est faux, parce que un certain nombre d'enquêtes et de sondages montrent et démontrent que l'antisémitisme se développe de 3 manières différentes en France, chez les électeurs ou sympathisants du RN, donc à l'extrême droite, de la France insoumise au sein de la gauche extrême, et chez des Français de confession musulmane ou des musulmans qui vivent en France. Donc il y a une illusion à penser que l'antisémitisme ne pourrait pas se développer à gauche. Et c'est ce que j'examine. La deuxième raison a été développée par un professeur anglais et un article fort intéressant que j'ai lu dans l'Obs qui disait globalement que pour une partie des électeurs de gauche ou des dirigeants de gauche, l'antisémitisme serait un phénomène mineur, beaucoup moins grave que ce que l'on appelle communément la négrophobie ou l'islamophobie. Or, les faits, les sondages, les enquêtes qui ont été faites et le rappel de la comptabilité des actes antisémites démontrent que c'est faux. Je vais vous donner 2 exemples. En 2019, les actes antisémites ont représenté 41% des actes racistes, tout confondus, qui ont été perpétrés en France. Et en 2021, les actes antisémites qui avaient fortement augmenté, encore une fois, ont représenté 73% de l'ensemble des actes racistes qui ont été commis en France. Donc, on a une perception qui est fausse et qui est basée sur un cliché selon lequel les Juifs étant blancs et étant plus ou moins aisés, ils n'auraient pas à supporter le racisme comme le supporteraient les Noirs, les Arabo-musulmans. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est cette espèce de perception coupable que l'on a systématiquement dans une fraction de la gauche lorsqu'il est question d'Israël. En fait, Israël est vu comme un État raciste, colonialiste, qui massacre les Palestiniens. Et on est dans le stade de l'émotion et non de la perception historique de la complexité d'un conflit et de responsabilités qui peuvent être d'un côté, mais qui peuvent être également de l'autre. Et tout cela, évidemment, joue. Ce dernier point que vous venez de mentionner, c'est une fraction. Vous parlez d'une fraction de la gauche. C'est une fraction importante ou est-ce que ce sont les Insoumis, ce sont Mélenchon, ou alors ça touche même le Parti socialiste aujourd'hui? Enfin, ce qu'il en reste. Alors, vous savez que la gauche s'est recomposée. En fait, Mélenchon a défini un stratagème qui consistait à créer une sorte de programme commun de la gauche actuelle, d'une gauche de 4 partis, afin que la gauche puisse gagner les élections législatives et qu'il soit nommé Premier ministre. Alors cela n'a pas fonctionné. Et force est de constater aujourd'hui que la gauche est dominée par une composante qui est celle de la France insoumise. Et force est de constater aujourd'hui que quand il est question d'Israël, on voit au sein du Parti communiste et de la France insoumise un certain nombre de boucliers se lever et de propos extrêmement durs être tenus. D'ailleurs, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure la proposition de résolution qui a été déposée à l'Assemblée nationale et tendant à faire d'Israël un État d'apartheid, on remarquera que la majorité des députés qui ont co-signé cette déclaration émanent soit du Parti communiste, soit de la France insoumise. Les socialistes sont un peu en reste, et vous savez, aujourd'hui, les socialistes ne représentent plus grand-chose. La social-démocratie en France est à l'agonie, et les socialistes sont soumis aux insoumis. Comment peut-on lutter contre ce phénomène? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de faire passer des messages? Est-ce que les messages touchent des gens comme ceux-là qui sont peut-être pétris de mauvaise volonté, certainement pétris de mauvaise volonté, ou alors finalement c'est peine perdue? Alors, dans un monde normal, il faudrait engager un dialogue avec différentes composantes. Il faudrait que les institutions le fassent
mais c'est rendu extrêmement difficile aujourd'hui, tout au moins avec deux de ses composantes, que sont d'abord, la France insoumise, deux, le Parti communiste, pour les raisons que j'ai évoquées. Les Français de confession juive aujourd'hui se sentent lésés, se sentent abandonnés par la gauche, incompris en tant que tels. Ils estiment que la gauche ne perçoit pas leur ressenti, la peine et la souffrance de ces Français de confession juive à l'égard de l'antisémitisme qui sévit en France d'une manière durable, c'est-à-dire depuis l'année 2000. Et par ailleurs, les ponts ont été plus ou moins coupés en raison des prises de position quelquefois très radicales d'une partie de cette gauche. Donc cela rend le dialogue très très difficile, voire impossible malheureusement, en tout cas pour le moment. Eh bien, un constat difficile, effectivement. Merci beaucoup, Marc Knobel, d'avoir accepté de répondre à nos questions à propos donc des déclarations de Mahmoud Abbas et donc de cet article que vous avez publié dans la règle du jeu. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez publié donc en 2021 Cyberhaine, propagande et antisémitisme sur Internet, un sujet extrêmement important. C'est publié aux éditions Hermann. Merci beaucoup encore une fois, Marc, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.